Travailler dur toute sa vie, bâtir un patrimoine, accumuler des biens pour sécuriser ses proches, tout ça pour voir sa famille se déchirer publiquement dès qu'on n'est plus là. C'est d'une tristesse. Et pourtant, sur notre beau continent africain, on glorifie la réussite, comme ailleurs, mais on évite assez souvent la question de la transmission. Résultat, à peine enterrés, vos biens deviennent une zone de guerre. Veuves chassées, enfants désavoués, maisons vidées avant même la fin des funérailles. Bref, des familles modestes aux dynasties les plus puissantes, l'héritage, censé être une bénédiction, se transforme trop souvent en poison. Alors, pourquoi tant de familles finissent-elles en guerre dès qu'il est question d'argent ? Est-ce que c'est une question de culture ? Est-ce que c'est une question de cupidité ? Ou simplement une question de préparation ratée ? Comment éviter que votre héritage ne vous survive en entraînant derrière lui le chaos ? Sur le plateau aujourd'hui, nous aurons un jeune chef d'entreprise de 39 ans qui a décidé de rédiger son testament pour préparer sa succession. Oui, déjà. On aura également un héritier qui est en plein conflit avec sa propre famille. Et bien sûr, pour le regard d'expert, nous aurons une notaire sur le plateau pour nous prodiguer les meilleurs conseils en la matière. Préparez-vous, on va briser les non-dits. Je suis Paola Odrendengue et vous regardez Open. Héritage et guerre de succession, comment les éviter ? C'est le sujet de notre discussion du jour dans Open. Je suis plutôt bien entourée et je vais vous les présenter, nos invités sur le plateau. Mais avant cela, bien sûr, il faut que je présente mon sidekick, mon acolyte, celle qui va nous présenter d'ailleurs tout à l'heure une mise en perspective très intéressante. C'est Méliane, comment ça va ? Ça va super, Paola. Très bien. Magnifique d'ailleurs. Hein. Merci, toi aussi. On en discute après en off. on va parler justement succession et toi, tu nous as fait une petite sélection. Exactement. Alors, il y en a plein des histoires qui ont marqué le continent, mais on est parti sur les plus marquantes, les plus puissantes et on va en parler tout à l'heure. Et les plus polémiques aussi, hein, exactement. de ce que j'ai pu voir. Bien très sûr. Bien. Donc, justement, pour aborder ces questions de transmission, d'héritage et parfois ce que ça cause comme problème au sein des familles, on a sur notre plateau Monsieur Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir Madame Paola. Comment ça va ? Ça va, Dieu fait grâce. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors Yannick, tu es cordonnier. Oui. Et on a tenu à ce que tu viennes nous raconter ton histoire parce que tu t'es retrouvé, tu es toujours au cœur d'une histoire d'un problème d'héritage autour d'une maison, d'un bien immobilier qui date, je crois, depuis quasiment 1992. Hein. C'est là que les problèmes ont commencé. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc on va revenir en détail là-dessus pour voir un peu ce qui se passe. À côté donc de Yannick, il fallait quand même une experte qui allait aussi venir nous aiguiller un tout petit peu, nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans le domaine et peut-être aussi décoder un peu les côtés techniques et juridiques. Donc c'est Maître Edith Coulibaly. Bonsoir Maître. Bonsoir Paola. Comment ça va ? Ça va bien. Merci beaucoup d'être notre experte ce soir. On espère justement pouvoir compter sur tes lumières pour comprendre les différentes choses à savoir sur le domaine. Et on a également un troisième invité. Alors lui, c'est assez particulier. On voulait aussi à la fois quelqu'un, du coup, comme Yannick, qui est dans des problèmes d'héritage et quelqu'un qui a décidé d'anticiper sur les problèmes d'héritage en préparant son testament. C'est un visage assez connu, notamment de la toile, surtout si vous êtes porté sur les questions business, entrepreneuriat en Afrique. C'est Moulay Tabouré. Bonsoir Moulay. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté Moulay. Donc, je le rappelle, mais je pense que beaucoup d'internautes le savent déjà, tu es à la tête d'Anka, qui est une entreprise de paiement et qui est aussi dans l'e-commerce africain, une des principales. Et donc, on a voulu justement que tu sois là, à la fois pour nous parler de ta décision de préparer ton testament, qui est, tu es assez jeune encore pour ça. Ouais. Quand même, mais on va en parler, ce qui a motivé ton envie de le faire et surtout avoir aussi ton regard sur les problèmes de transmission dans les business africains, les transmissions d'entreprises d'une génération à l'autre parce que malheureusement, on n'en voit pas beaucoup, en tout cas je trouve. Voilà, donc on a posé un peu le décor. On va démarrer et j'ai envie de commencer avec Yannick parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a une histoire qui remonte à 1992. Je pense que certains qui me regardent n'étaient même pas encore nés. Donc, il faudrait qu'on nous situe un tout petit peu. Où est-ce que le palabre commence ? Comment il commence, ce problème ? Bon, le palabre commence depuis le décès de la maman en 92. De ta maman ? De ma maman en 92. D'accord. Et là, il y avait la maman et la grand-mère qui étaient dans la cour, qui géraient la cour. Et là, du coup, la maman décède et c'est la grand-mère qui prend le relais. D'accord. Et voilà. Et depuis, après le décès de la grand-mère, de la maman,
il y avait maintenant les parents du mari de la grand-mère qui étaient un peu là à mettre les bâtons un peu dans la roue de la mémé puisqu'elle était illettrée. Voilà, la maman qui était électrique devait la soutenir est décédée. Et donc elle est restée seule avec nous puisque maintenant encore petit. D'accord. En même temps encore petit, hein, petit depuis 92 ans. Elle n'arrivait pas à gérer. Ils ont commencé à lui mettre les bâtons dans les roues jusqu'à ce qu'elle-même elle ne parte aussi en 2000. D'accord. Donc, si je résume, on a ta maman qui est décédée en 92, qui avait donc le bien immobilier qui, je crois, est situé quelque part au sud d'Abidjan, si j'ai bien compris, Oui. et donc dans lequel tu habitais. Oui, j'habite voilà. toujours. Hein. Exactement, toujours jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ta maman décède, le bien en question, du coup, est géré maintenant par sa maman à elle, Oui. la grand-mère, ta grand-mère, Oui. et maintenant les parents du mari de ta grand-mère Oui. ont commencé à tourner un tout petit peu autour Oui. du bien de la maison en question, Effectivement. parce qu'ils considèrent que ça leur revient. Revient à leur frère. Oui. Voilà, très bien. Ouais. Et donc, entre-temps, ta grand-mère est décédée en l'an 2000. En 2000, oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2000, une fois que ta grand-mère est décédée? Et bon, j'étais en ce moment un bon musulman. Je partais à la mosquée. D'accord. Et les 10 derniers jours de carême, je passais carrément dans la mosquée avec mes habits, tout. Et quand je finis les 10 jours, je peux retenir maintenant chez moi à la maison. Et c'est là, j'ai fait 3 à 4 jours, puis j'ai un ami qui m'a appelé pour dire, bon Dieu, t'es où? Viens là, c'est ta grand-mère qui est décédée. Donc je demande la permission à l'imam, il me donne une permission, je vais voir. Bon, tout est mélangé dans la maison. Ah bon? Les papiers, tout, les Qu'est-ce qui s'est affaires passé? de Ils la étaient vieille. venus fouiller? Ils étaient déjà là. Avant que moi je ne quitte la mosquée venue, les parents étaient déjà là. Et les parents du mari de La grand-mère. étaient déjà là. Donc du coup, ils avaient déjà tout encaparé avant que moi je ne vienne. Puisque mes grands frères, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, hein, tu fais partie d'une fratrie de... Vous êtes 4? Ils sont 4. Donc tu as 2 grands frères et une petite sœur. sœur. Et donc dans ce palabre d'héritage actuellement, en vrai, c'est surtout toi qui t'en occupes parce que tes 2 premiers grands frères, finalement, Ouais, ils s'en foutent. ils s'en foutent un peu. Ouais, ils s'en foutent. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi ils s'en foutent? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de s'en mêler? Ouais, ils disent qu'ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Et Ils ont peur. ils ont peur. De quoi exactement? Ouais, ils disent que l'héritage, vraiment, c'est pas facile. Hein. Et il y a la mort dedans, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Donc, pour ne pas Pourquoi ils pensent ça? Il y a eu des morts autour de cette affaire? Mais la mère même est décédée. Elle a eu, je crois, c'est ceinture, comment on appelle ça, zona ou quoi, là. Ceinture, là. Est-ce qu'ils ont donné à ma mère? Puisque le vieux a envoyé le passeport de la mère, elle devait aller à Londres avec la petite soeur. D'accord. Et ça n'a pas fait 2 mois qu'elle a eu ceinture. Et puis, c'est s'est croisé, elle est morte en 92. Donc là, ça fait peur. Et puis, il y en a d'autres personnes encore qui sont mortes un peu à cause de cette affaire. D'accord. Ok, Donc en fait, tes 2 frères soupçonnent qu'il y a un peu des esprits un peu malveillants autour de ça. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est ça qu'ils veulent pas s'en mêler. Toi, ça ne te fait pas peur? Non, mais moi, je n'ai pas où aller, puisque c'est là-bas que j'ai grandi. Je n'ai pas encore acheté de terrain pour dire que j'ai construit une maison et aller. Donc, je suis toujours là-bas. Et j'ai tout fait pour avoir une petite maison là-dedans où je peux reposer un peu ma tête. D'accord. Et Alors, là, tes frères en question, ils vivent où? Est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont pas en Côte d'Ivoire? il y a un qui est à Boaké et il y a un qui est à Bassam. D'accord. Très bien. Ok, très bien. Et la petite sœur aujourd'hui? La petite sœur, elle est avec moi à Tréville, mais elle est devenue un peu comme débile. Hein. Elle s'assoit dans les poubelles, elle ne mange pas encore dans les poubelles, mais elle s'assoit dans les poubelles, elle ramasse les trucs des poubelles pour ramener. Est-ce que ça a un lien du coup avec la pensée que tes frères ont qu'il pourrait y avoir toute une histoire un petit peu spirituelle autour et pour laquelle ils ont décidé de se retirer? Oui, effectivement. Effectivement, bon, moi je me dis que peut-être que je suis un du gars, hein, voilà pourquoi ils n'arrivent pas à me faire quelque chose. Sinon, moi, ils ne me laissent pas aussi. Hein. Oui. Ils m'ont fait faire la prison une fois. Tu as été en prison? Oui, à cause de cette histoire. Parce qu'une fois même, on a eu, parce qu'il y avait le vieux qui me soutenait, puisque lui, il n'avait pas fait de certificat d'hérédité, il n'a pas marié la vieille. Donc, il a fait, avant de partir, il a fait un certificat pour les 2 grands qui devaient venir le soutenir, puisque nous sommes les ayants droit, je ne sais pas. Donc, il devait venir soutenir le vieux, pouvoir récupérer ce bien-là et puis faire ça un grand bien pour nous. Mais eux-mêmes, là, ils refusent carrément. Donc, le vieux était obligé de se démêler et aller se mettre quelque part et nous a laissé comme ça. Il dit, bon, c'est pas son affaire. Nous-mêmes, notre affaire, ici, on ne veut pas se mettre là-dedans. Donc, c'est pas lui qui va venir se mettre au fond dedans pour nous. Le vieux, il s'agit de votre père. Hein. Oui, C'est notre bien père, ça. notre D'accord. papa. Ouais.
D'accord. Non, sacrée affaire en tout cas. Alors, question vers, je vais me tourner vers Moulay. Est-ce que toi, avant qu'on parle de ta décision de t'attaquer à ces sujets-là, je vois que tu écoutais très attentivement ce qui était dit. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire directement ou indirectement à des problèmes d'héritage? Non, j'ai eu beaucoup de chance. On va dire que on était dans ma famille, il n'y a jamais eu rien à se léguer, en tout cas à ma connaissance. Je ne sais pas si c'est une chance. Quand j'entends des histoires comme ça, j'ai l'impression que c'est une chance et c'est effectivement un problème qui vient d'une bénédiction, quoi. Je ne sais pas comment des bénédictions tournent en malédiction comme ça. C'est très triste à entendre. Et justement, on va rentrer justement sur ta décision. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de te dire, bon là, je suis prêt à préparer mon testament? Parce que visiblement, personne ne pense spontanément à ça, surtout quand on est jeune. Alors, il y a eu autour de moi des gens que j'appréciais qui sont morts, notamment un meilleur ami à moi, qui est décédé et qui, c'était très jeune, hein, j'avais 22 ans, j'avais 20 ans, 21 ans, 21 ans. D'accord. 22 ans presque. Et donc du coup, à partir de là, pendant toute cette période, je me rendais compte à quel point la vie n'est pas donnée. Et je pense que chacun d'entre nous, malheureusement, passera par un moment où quelqu'un de proche ou quelqu'un qui l'apprécie mourra. Et c'est ce que moi j'appelle normalement des choses qui doivent inciter les gens à se poser des questions. Et l'une des questions que je me suis posée à moi, c'est, je me dis, ok, si moi je meurs demain, qu'est-ce qui restera? Donc, à quoi j'aurais servi? Parce qu'au final, c'est ce qui nous arrive à tous. Je pense à un moment, c'est qu'on veut se dire, notre vie a servi à autre chose, à quelque chose d'autre que juste être là et passer. Et donc, j'avoue que c'est ce qui m'a amené à lire notamment un livre que je peux recommander à beaucoup de gens qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et dans ce livre de Stephen R. Covey, l'une des choses qu'il recommande de faire, c'est que pour imaginer comment mener sa vie, il faut commencer par la fin. Donc, il faut planifier sa mort. Oh là là, ça c'est compliqué. C'est un exercice. C'est très compliqué. Non, mais après, je dis souvent aux gens, ça a l'air dur comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit en fait, c'est la seule certitude qu'on a. C'est qu'on va mourir, on va y passer dans tous les cas. C'est le seul truc qui est sûr, c'est que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont mourir. Qu'ils le veulent, qu'ils le veuillent pas, ils peuvent tourner comme ils veulent, on va tous mourir. La seule question qui reste maintenant, c'est une fois que tu t'imagines mourir, qu'est-ce que tu peux faire avant? Donc, pour que ça ait du sens ou que ce soit toi. Mon meilleur ami est décédé quand j'avais 21 ans. Les palabres que j'ai vues étaient sur des choses aussi basiques que, par exemple, j'ai eu un palabre avec sa mère sur son iPod, qui me l'a dit d'abord, tu peux le prendre, il n'y a pas de souci, quand il est décédé. Et 2 semaines après, elle m'a dit finalement, je le veux, donne-le-moi. Et c'est la maman, on peut rien lui dire. Donc je lui ai rendu. Oui. Bon, entre-temps, j'ai copié toutes les musiques qu'il y avait dans l'iPod. Entre-temps, j'ai tout copié. Mais il faut que les gens réalisent une chose, c'est que la mort ne laisse personne indifférent et vous ne savez pas ce que ça fait aux gens. Vous ne pouvez pas deviner comment quelqu'un va réagir. Il va réagir. Vous ne pouvez pas. C'est impossible de se dire quelqu'un a toujours été gentil avec moi, donc il sera gentil avec moi, même quand ma mère mourra ou quand mon frère mourra. Ça ne veut rien dire. Donc c'est une des choses pour lesquelles je dis en rigolant, je veux pas que mes amis se mettent sur la gueule pour mes petits jeux de PlayStation, mais là on parle de biens immobiliers, on parle de sommes qui peuvent changer une vie. Et moi je sais que, après l'avoir fait plusieurs fois, parce que là je dois être à la 15e version de mon testament, une des choses que je me suis toujours dit, j'ai dit mais si jamais on me donne une seule loi à faire en Côte d'Ivoire ou en tout cas dans le monde, c'est que pour moi tous les gens qui ont un certain revenu ou un certain bien immobilier, je ne sais pas si la notaire va appuyer ce que je dis, mais on devrait les forcer à faire un testament. En disant, on devrait rendre ça obligatoire. Obligatoire. En fait. Parce qu'en fait, la loi a déjà prévu des cadres, mais le problème, c'est que la justice a un temps d'exécution qui, évidemment, n'est pas celui que les gens imaginent. C'est des sujets tellement complexes de ce que je comprends que je me dis, mais est-ce que c'est pas plus simple de dire, dès que quelqu'un a un bien immobilier qui automatiquement, il faut que la personne... Et un testament. Ou un légataire, ou un... Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est un truc que je me pose toujours comme question, en fait, et surtout ce que je tiens à dire aux gens aussi, c'est important, c'est que le testament est de plus en plus dur à faire. C'est pas un truc qui est simple. C'est-à-dire que c'était plus dur de le faire aujourd'hui que de le faire à 25 ans. C'est-à-dire plus on avance, plus ça devient difficile à faire. Pourquoi? 2 choses. Moi, de mon expérience, pour en avoir fait plusieurs, déjà quand tu fais un testament, ce qui se passe, c'est que ça te confronte à la mort. Et donc, comme tout animal, quand on est face à la mort, on a tendance à se débattre. Et ça pousse à des comportements des fois un peu existentialistes. C'est-à-dire que tu commences à te dire, mais si je meurs demain, pourquoi je me casse la tête à m'occuper des gens? Exemple typique, des fois quand je faisais mon testament, j'allais me dire, mais pourquoi mettre de l'argent de côté? Pourquoi pas tout dépenser? Et c'est pour ça que je me suis rendu compte en vieillissant que c'est de plus en plus dur. Donc quand j'ai fait la première fois, je me suis dit, les gens qui ne le font pas sont ou lâches ou complètement inconscients. Et maintenant? C'est juste qu'ils ne sont pas courageux.
Ce qui est différent, c'est dur en fait, c'est ce que je veux dire. C'est pas quand tu le fais, c'est dur. C'est pas un truc simple. Simple à faire. C'est ça que je dis souvent aux gens. C'est ok que vous ne l'ayez pas fait, mais si je peux vous dire une seule chose de mon expérience, c'est que ça va être de plus en plus dur. Et je parle même pas du cas où tu as plein d'enfants. Oui. Ça devient encore plus compliqué. Exactement, c'est ce que j'allais. Pas ce que c'est. C'est ce que j'allais demander à Maître Koulibaly. Déjà, première réaction un peu sur les différents points abordés par Moulay. Le regard de l'experte. Déjà, Paola, la Chambre des notaires, par ma voix, te remercie de l'opportunité que tu nous donnes de parler des modes de transmission du patrimoine, notamment. Je pense que c'est du testament qu'on peut avoir, puisque le décor est planté. Donc, vraiment, merci pour ça. Et puis, voilà. Pour en venir à la problématique posée par Monsieur Moulay, qui dit que c'est compliqué, c'est difficile de faire des testaments, c'est bien ça. Ben ça, je vous le concède, parce que c'est vraiment l'émotionnel. C'est émotionnel, c'est très émotionnel. Mais nous incitons quand même les gens à venir chez le notaire et rédiger le testament. Je ne sais pas si le vôtre, vous l'avez déposé chez un notaire, vous êtes venu directement chez le notaire, non. Parce qu'il y a différents types de testaments, peut-être qu'on en parle. On peut en parler. Il y a le testament holographe, il y a le testament mystique et le testament par acte public. Le testament mystique, c'est le testament qu'on rédige soi-même, voilà, chez soi, à la maison, peut-être dans votre cas, pour dire que je lègue telle chose, tel truc. Et après, on doit aller le faire certifier, je suppose. Après, on vient devant le notaire, on vient lui présenter le testament, tout, et le notaire va dresser le PV, un procès verbal, pour dire que, voilà, vous confirmerez que ce sont vos volontés qui sont à l'intérieur du testament. D'accord. Et, mais aussi, il faut préciser qu'il y a des formes, voilà, il y a des règles. Si ça ne répond pas à ces règles-là, ce testament-là, il sera attaquable. Parce qu'il faut dire qu'un testament, c'est un acte qui peut être attaqué. Donc ça veut dire que même si je fais un testament, je viens te voir, tu me certifies que le testament est conforme, entre guillemets, si certaines parties ne sont pas complètement, on va dire, en ligne avec ce qu'on attend, quelqu'un pourra le contester? Voilà. Quelqu'un peut le contester. Mais pour éviter ça, avant de se mettre à rédiger son testament mystique, c'est-à-dire où personne ne saura le contenu, il faut venir chez le notaire, prendre rendez-vous avec un notaire qui va vous expliquer comment toutes les règles de forme qu'il faut respecter pour que votre testament ne soit pas attaquable. Est-ce qu'il existe, moi je vais avoir des questions très bateau, mais je me renseigne en même temps, mais est-ce qu'il existe des versions préécrites de testament? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une forme de... template. Oui, de template en fait. Est-ce qu'il y a un modèle? Merci. Est-ce qu'il y a un modèle de testament? Il n'y a pas de modèle parce que, comme il a dit, le testament, c'est pour exprimer vos dernières volontés. Je pense que la volonté de Paola, ce ne sera pas la volonté de Moulay, ni celle de Yannick. Donc, il n'y a rien de préécrit. Non. D'accord. Okay. Vous venez, on vous explique la forme que vous devez donner, ce que vous devez respecter comme obligation, comme formalisme, et puis vous rédigez votre testament. D'accord. La preuve, pour qu'on dit, on l'appelle mystique, parce que même le notaire ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bon? Mais non. Non, ouais. Vous venez donner au notaire mais comment il vérifie la conformité alors? C'est au préalable. Avant de rédiger le testament, vous avez votre rencontre avec votre notaire qui va vous expliquer tout le formalisme qu'il faut voilà, pour cet acte-là. Vous allez vous le rédiger et vous venez le remettre au notaire. Voilà. Donc ça veut dire que même si je suis venue te voir, en amont, tu m'as dit voilà ce qui doit apparaître dans le testament. Si moi je veux faire complètement autre chose, je reviens te voir, tu certifies, et du coup c'est au moment du décès qu'on va voilà, je dis que ce sont tes volontés, tu confirmes. Tu confirmes que ce sont tes volontés qui s'y trouvent. Maintenant pour le formalisme, si tu n'as pas respecté le formalisme, voilà, tes ayants droit peuvent l'accepter ou le contester.
Ah, bah dis donc. Bon, après, il y a 2 autres formats de testament, elle a dit. Oui, voilà. Il y avait. Maintenant, le plus simple des testaments, c'est de venir voir le notaire. On parle avec lui, on fait l'inventaire de ses biens. Et là, même le notaire aussi va vous donner des conseils relativement à ça. Parce que même c'est vrai que ce sont vos biens, mais vous ne pouvez pas disposer de vos biens comme vous voulez. Non. Ses propres biens. Mais non, quand vous faites... Ben si, tout est prévu. Non, mais imaginez... Par testament, vous avez, on prend le cas de M. Yannick, vous avez 4 enfants et vous décidez pour une raison X ou Y de donner, par exemple, vous avez aussi un seul bien et vous dites non, je donne mon bien à mon enfant X parce que celui-là, il me respecte beaucoup, celui-là, il est gentil. Quand je l'envoie, il court, il fait mes coups. Oui, enfant préféré. Voilà, c'est bien ça, l'enfant préféré. Vous ne pouvez pas le faire. D'accord. Ça, c'est attaquable. C'est attaquable. Oui, on va demander qu'il faille diviser en 4 ou au moins revendre le bien. De façon équitable, il faut que les quotités des uns et des autres soient respectées. Donc, vous, la personne lambda ne peut pas savoir ça forcément. Donc, elle va se mettre à rédiger son... Mais quand vous venez chez le notaire, on vous donne toutes ces informations, on vous dit, et puis voilà, ensemble, vous dictez au notaire vos volontés. D'accord. On le met dans un acte. Ok, très bien. En tout cas, déjà, première partie très, très intéressante et très instructive. Je prends des notes dans ma tête. J'espère que vous aussi. On va justement, toujours sur cette question-là d'héritage, passer au témoignage. C'est parti. Alors, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux à partir d'un témoignage d'ailleurs qui avait un peu posé la question sur la table. On en a sélectionné 4. Je vais commencer par le premier d'ailleurs puisque on vient d'entendre Maître. Je suis curieuse de voir ce qu'elle en pense. Dans le témoignage dit ceci. Alors, bonjour Paola. Mon avis sur le sujet est qu'en Afrique, quand on parle d'héritage, on ne parle pas que de papier et de notaire. Il y a autre chose. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Quand mon père est mort, mes oncles se sont battus pour ses terres. C'était une histoire compliquée. Il avait fait un testament, mais certains disaient que c'était un faux, que c'était écrit sous influence. Mon oncle a refusé de quitter une maison qui était censée revenir à mon frère aîné. La tension est montée, des insultes, des menaces. Mais ce qui a tout changé, c'est qu'un de mes cousins a commencé à tomber malade. Une maladie qu'aucun médecin ne comprenait vraiment. Il disait qu'il voyait des ombres, qu'on l'appelait dans son rêve. Ça rejoint un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure de notre ami Yannick. Oui, et 3 mois après, il est mort sans raison apparente. Les gens ont commencé à murmurer « ce n'est pas naturel », on l'a envoyé rejoindre son père. Même dans ma propre famille, certains disaient que l'autre camp avait fait quelque chose. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que chez nous, un héritage, c'est aussi une guerre spirituelle. Et parfois, ce n'est pas devant le juge que ça se règle. Waouh. Réaction. Je pense que Yannick... Non, mais c'est quelque chose qui se résonne énormément. C'est courant d'entendre ces choses-là. Yannick, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas forcément devant le juge qu'on règle ça. Souvent, c'est trop mystique que toi-même, tu ne peux pas te retrouver. Donc, il faut faire quoi? Il faut aller au village pour régler ça devant les anciens? Non, mais est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'il faut aller voir les anciens pour essayer de, réparer le palabre? Avant que la notaire intervienne, moi, ce que je sais que j'ai fait pour ce sujet-là, j'ai oublié de le dire, mais quand mon testament a été fait, 5 ans après, pour mes 30 ans, je l'ai envoyé à tous ceux qui étaient mentionnés dedans. Ah, comme ça, tout le monde est au même niveau d'information. Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas qu'ils sont au même niveau d'information, c'est que les discussions ont lieu tant que je suis là. Ah, donc s'il devait avoir un palabre, c'est pendant que tu es encore... Il y a des débuts de discussion. Non, mais c'est le début de discussion. Après, il y a eu des choses intéressantes. Par exemple, dans mon testament, je parlais de mes dons d'organes. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de ça. On n'en parle jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de mon corps? Comment on organise cette affaire? Qu'on l'a clairement. Et ma mère était outrée. Mais j'imagine bien. Outrée au dernier degré. Mais du coup, je lui avais déjà dit avant. J'ai même dit que j'avais même pris ma carte de donneur d'organes quand j'étais en France. Mais je savais très bien que c'est le genre de choses qui, le fait de le voir écrit, ça change quelque chose pour elle. Et j'étais vivant. Oui, non, mais parce que si elle doit décider de ça quand son fils est mort, c'est autre chose. Voilà. Mais je lui ai déjà donné l'information. Mais elle aurait pu l'occulter. Oui. Non, mais au moins elle le sait, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, ça c'est un truc, quand les gens le décrivent, moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est dommage que les gens puissent dire, c'est pas, comme ils disent, c'est un faux, c'était écrit sous influence. Parce qu'en fait, les gens n'ont juste pas parlé à la personne.
En fait, c'est des discussions qu'on veut éviter par peur de frustrer, de mettre en colère, de trucs. Mais le problème, c'est qu'elles se feront avec ou sans vous. Mais quand on dit sous influence, pour rapidement finir sur le témoignage 1, et là je me tourne vers Maître Coulibaly, même quelqu'un qui irait te voir pour déposer son testament, il a tous ses sens, il est en bon état, etc., en termes de réflexion et autres. Rien n'empêche après que quelqu'un dise que ça a quand même été écrit sous influence, hein. Même si le document a été notarié, entre guillemets. Non, quand le document est notarié... c'est un autre niveau quand même. Non, il est notarié, non. Parce que moi, ce que je comprends par sous influence... Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que le testament, depuis la loi de 2020, il est rédigé par 2 notaires. C'est par devant 2 notaires. Ah, d'accord. Okay. C'est pas en Côte d'Ivoire, un seul c'est 2 notaire. notaires, d'accord. Voilà. C'est 2 notaires. Okay. Le testateur vient devant 2 notaires pour exprimer ses volontés. Donc 2 notaires, c'est-à-dire indépendants, qui ne travaillent pas ensemble. C'est-à-dire on veut s'assurer que... Oui, on a 2 notaires, voilà. Et c'est devant ces 2 notaires que l'on donne ses volontés. Ok, d'accord. Et le partage ses biens. Ok, c'est bon à savoir en tout cas. Ok, très bien. Généralement, je voulais dire que les testaments qui sont contestés sont les testaments mystiques, écrit, pas par la forme notariée. D'accord. Généralement, c'est ces testaments. Donc vraiment, si on veut éviter tout problème, c'est mieux d'aller l'écrire directement avec un notaire. Directement avec un notaire. Ok, d'entrée de jeu. C'est ça. Ma formule à moi, c'est pour l'échauffement. Hein. C'est juste l'entraînement. C'est un truc dur. Oui, bon, mais il faut s'échauffer et après on va voir. Après on va voir le notaire, on fait le vrai truc. Parce que là, on va passer au deuxième témoignage. Alors, toute ma vie, j'ai grandi en sachant que j'étais une enfant cachée. Mon père avait une autre famille, une femme, des enfants, une belle maison. Moi, je n'ai jamais vécu avec lui. Il passait parfois me voir quand j'étais petite. Quand il est mort, j'ai pleuré. Je ne pourrais plus jamais espérer qu'il me reconnaisse enfin. J'ai appris qu'il avait laissé un testament, une maison, des terrains, des comptes bancaires. Mais quand j'ai voulu savoir ce qui me revenait, on m'a dit que je n'étais pas dedans. Ses autres enfants, eux, ont tout eu. Moi, je n'en étais rien sur le papier, juste une rumeur. J'ai essayé de contester, mais sans reconnaissance légale, je n'avais aucune chance. Ma mère pleurait, me disant qu'elle aurait dû insister pour qu'il me donne son nom. Aujourd'hui, je n'ai rien, sauf cette douleur, cette sensation d'avoir été effacée avant même d'avoir existé. Alors, ça touche... Alors, on a sélectionné ce message parce que je trouve que ça touche aussi à une réalité, qui est la question des enfants naturels et des enfants nés dans le cadre d'un mariage, etc. Je pense que c'est des choses qui arrivent plutôt régulièrement. Et encore une fois, je me tourne vers Maître Coulibaly. Qu'est-ce que l'on recommande vraiment, notamment pour des parents, pères ou mères, qui seraient dans ces situations-là pour mettre les enfants à l'abri, qu'ils soient nés dans le cadre d'un mariage ou pas? D'accord. Dans ces cas de figure-là, en parlant peut-être de ce témoignage, voilà, tout est dit là. Le père n'a pas reconnu l'enfant. Je pense que avant c'était un peu plus compliqué. Il y avait la reconnaissance, la loi de 1964. C'était un peu compliqué sur ça, mais maintenant c'est allégé. C'est plus simple. D'accord. Vous avez un enfant. Vous êtes marié et vous avez un enfant hors mariage. Vous informez votre épouse. C'est la partie qui rend ça des gars compliqués. C'est le problème. Bah oui. Est-ce qu'il faut nécessairement informer? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de reconnaître l'enfant sans que l'épouse soit écoutez, je vous dis que c'est plus simple. D'accord. Okay. Précédemment, elle devait vous autoriser à reconnaître l'enfant. Okay. D'accord. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus l'autorisation. Vous l'informez juste. Par un acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par un acte de commissaire de justice, qui va vers elle avec votre projet de reconnaissance pour l'informer que vous avez eu un enfant et que vous avez pour projet de le reconnaître. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas moyen de reconnaître l'enfant sans que l'épouse soit au courant?
quelque part, tant mieux aussi. Soit, quand même. il faut oui, évidemment. Mais je veux dire, qu'elle le sache, parce qu'après, bah oui, voilà. Mais par contre, ce que dit Maître, je trouve ça fou dans la procédure. C'est-à-dire qu'on a en gros un homme qui est marié, qui a eu un enfant naturel, doit en informer son épouse et pour le faire, va voir un commissaire qui lui va aller voir l'épouse. Vous êtes deux dans la maison. Si tu n'as pas le mais c'est un courage de la commissaire qui va venir te dire, oui, mais parce parce que, mais oui, c'est pour pouvoir faire. Non, on demande au commissaire de justice de le faire parce que c'est pour pouvoir avoir la preuve. Oui. La preuve légale qu'elle a été informée. Sinon, entre vous, entre quatre murs, on peut dire que voilà. Ouais, d'accord, oui. Donc, avec le partage d'informations, c'est pour l'enregistrer, c'est ça que vous dites. Oui, c'est ça, c'est pour enregistrer. La justice, ça ne se substitue pas à la communication. Donc, voilà, avec cet acte extrajudiciaire là, qui est rédigé par le commissaire de justice, le père va à l'état civil, là, il reconnaît son enfant. D'accord, très bien. En tout cas, c'est simplifié. Oui. En fait, je pense que aussi ça a été c'est pour ce genre de cas, pour protéger l'enfant qui, en griffe, est innocent. Exactement. Je pense, vous êtes d'accord avec moi? Oui, on est totalement d'accord. Le législateur, voilà. D'accord. Très bien. On va passer au troisième témoignage. J'ai juste une question, Maître. Je pense qu'il y a plein de gens qui se la posent. Enfin, j'imagine peut-être que j'ai l'esprit tordu, mais est-ce que c'est possible dans le testament qu'on ferait avec un notaire de mentionner un enfant qui n'a pas été reconnu? Un enfant qui n'a pas été reconnu. Comme moi, je léguerais des choses à un ami, je peux léguer des choses à cet enfant, sans préciser que c'est mon enfant. Sans préciser que c'est votre enfant. Mais une fois que, si la quotité de vos enfants est couverte, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais quand vous venez chez le notaire pourra vous dire comment procéder. Ah, c'est ça. Okay. Il vous dira comment procéder parce que voilà, il y a d'autres procédés de transmission du patrimoine. C'est pas seulement le testament. Vous avez aussi la donation, qui est une autre libéralité. On va en parler justement tout à l'heure. Les autres moyens de transmettre. Mais aussi qui doit respecter aussi un certain formalisme, tout à fait. Témoignage 3. Alors, je suis née dans une grande famille, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'être fils unique. Avant la mort de mon grand-père, on était d'une famille unie. Les dimanches, on se retrouvait tous chez lui. C'était bruyant, joyeux, une vraie famille africaine. Mais quand il est décédé, tout a changé. Il n'avait pas laissé de testament. Alors la guerre a commencé. Ma mère et ses frères se sont disputés. Les terrains, les maisons, même les meubles, tout était sujet à conflit. Un de mes oncles, le petit frère de ma mère, a dit à ma mère qu'elle n'avait rien à dire parce qu'une femme ne doit pas hériter, entre guillemets. À partir de là, c'était fini. Les tensions ont duré des années, les insultes, les procès. Aujourd'hui, ma mère et ses frères ne se parlent plus. Et nous, la nouvelle génération, on en paie le prix. Je ne connais pas mes cousins. On s'évite au mariage ou aux funérailles. Il y a des regards lourds et des silences gênants. Un héritage, c'est censé souder une famille, pas la détruire. Et franchement, j'ai l'impression que cette division va continuer de génération en génération avec mes enfants et ceux de mes cousins. C'est dommage. Alors là, ça touche à un point. Et j'ai envie de demander à Yannick, la situation actuelle, est-ce que ça a divisé un peu ta famille ou pas du tout finalement? C'est vraiment resté entre, j'allais dire, les parents du mari de ta grand-mère et vous? Ou alors est-ce qu'il y a eu, ça a créé des clans, etc.? Bon, ça a divisé un peu parce que nous-mêmes, on n'est pas là-dedans. Genre, on est seulement dans la maison, c'est tout. Et mais vous n'êtes pas impliqué dans le... Non. On est dans la maison seulement, c'est tout. À part ça, c'est eux qui font tout, ils s'occupent de la maison. Parfois même, nous demandent de quitter, que c'est pas la maison de notre maman. Voilà. Parce que moi, je suis un peu bousculant avec eux, donc moi, ils me voient comme ça un peu confié. Voilà, c'est un peu... D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui, j'allais dire, se sont mis de ton côté? Tu nous as dit que tes deux frères ne veulent pas s'en mêler pour les raisons qu'on a évoquées. Mais est-ce qu'il y a d'autres membres quand même qui t'ont apporté un peu de soutien? Mon papa. Ouais, le papa. Et lui, il m'a soutenu. Et après, quand il a vu que je suis seul, il s'est découragé. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Donc, parce que lui-même, il a ses biens. Il a des maisons à Boaké, il est un peu... pas encore fini de gérer ça, donc il voulait essayer de nous aider à récupérer pour nous, puis voir, essayer de construire encore pour qu'on puisse, mais il n'y a pas eu de soutien d'un de ses enfants, à part moi. D'accord. Et donc il a vu que je suis faible, il s'est retiré. Ok. Bon, en tout cas, on espère que le papa, au moins, lui, il a pris ses dispositions à ce niveau-là, on espère. Paola? Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. On parle de testament.
Mais je voudrais préciser aussi que la loi aussi, hein, au-delà du testament aussi, hein, a prévu un mécanisme pour le règlement, la transmission du patrimoine. Hein, ce sont des lois sur la succession. Donc, un peu dans les cas de figure, c'est pas seulement de dire que la personne a laissé un testament ou pas. Hein, soyons clairs. Sous nos tropiques, les testaments, c'est pas quelque chose de courant. C'est maintenant que nous sensibilisons les uns et les autres. Tout à fait, c'est tout l'objet de l'émission. Et aussi avec les cas les cas pratiques, les cas de société que chacun voit, chacun essaie de prendre ses précautions en voulant se faire exiger un testament. Mais en absence de testament, hein, il y a un mécanisme aussi qui est mis en place pour gérer une succession. Et pourquoi on a l'impression au final que ce mécanisme ne se met pas suffisant? Non, ce mécanisme, il fonctionne. Mais on va dire, on griffe, il peut être soit de votre côté, soit ou contre vous. Voilà. Okay. Le mécanisme est très clair. Quand quelqu'un décède, on détermine ses ayants droit. Et ces ayants droit là, c'est pas à dire de la famille. Non. C'est la loi. La loi dit quand quelqu'un décède, ce sont soit s'il est marié, l'époux ou l'épouse survivante, les enfants. C'est clair là-dessus. Et même en absence d'épouse ou en absence d'enfants, il y a tout un palier il y a une hiérarchie dans la succession. Donc c'est en méconnaissance de ce droit-là. Hein, parce que tout le monde a ce droit-là. Si vous ne partez pas vers la justice pour que ce droit-là vous soit reconnu dans un document que vous pourrez brandir pour régler vos problèmes de succession, mais vous allez subir. Vous allez subir les affres des traditions, c'est un peu ça, mais sinon tout est clair. Ces personnes-là, par exemple, sont dans vos maisons, on va dire ça comme ça, mais n'auront jamais de titre de propriété sur ces maisons-là parce qu'elles ne sont pas les ayants droit du défunt. Si vous, les enfants, par exemple, vous êtes spoliés. Moi, j'ai envie de demander à Yannick, est-ce que vous avez essayé de... Enfin, tu nous l'as dit tout à l'heure que vous êtes rapproché de la loi, etc. Oui. Qu'est-ce que ça a donné, concrètement? Ils ont refusé de venir carrément à la justice. Parce que je suis allé à mon père, pour les convoquer à la justice, pour qu'ils viennent me donner un peu les détails. Comment se fait-il que c'est dans les mains, c'est eux qui gèrent, nous les endroits, qu'est-ce qu'on a, tout. Ils ont refusé de venir carrément. Ils n'ont pas révocation. Et nous, on a essayé ça me démange un peu. J'ai un cas pratique sur le plateau. Mais quand votre maman est décédée, vous avez fait établir un jugement d'hérédité au tribunal. Est-ce que vous êtes parti avec l'acte de décès, les actes de naissance des enfants qu'elle a eus, l'acte de mariage et autres pour dire que voilà, notre maman est décédée et voilà les documents qui Non, le problème, c'est que le père n'a pas marié la mère. Non, même s'il n'a pas marié, un acte un jugement d'hérédité, il n'est pas lié à votre qualité d'épouse ou d'époux, non? Bon, le papa essayait de faire ça pour les deux, et c'est le nom des deux grands frères qu'il a mis dessus. Eric et Désiré, puisque nous, on était encore petits, très petits. Non, c'est un acte d'hérédité, on met le nom de tous les ayants droit, tous les enfants que votre maman a eus doivent figurer sur l'acte d'hérédité. Donc déjà, le fait même de faire l'acte d'hérédité avec les deux premiers enfants, c'est pas correct. On a eu un conseil, on en aura d'autres. On va passer peut-être au témoignage 4 et après j'aurai une question on va beaucoup te solliciter. Hein. On a beaucoup de questions. Ce sera l'avant-dernier témoignage. Hein. D'ailleurs, c'est une question aussi. Alors, hello Paola, sur ce sujet, j'ai une question qui me hante depuis des années. Mon père a des biens, il a travaillé dur pour construire un patrimoine et je sais qu'il veut que nous, ses enfants, en profitions. Mais il ne veut pas parler de testament. Il dit toujours, je suis encore là, pourquoi vous voulez parler de ça? Donc moi, je ne veux pas que ça devienne un problème plus tard. Je vois trop d'histoires de familles détruites à cause d'un héritage mal préparé. Mais comment en parler sans qu'il pense que je veux déjà enterrer mon propre père? Comment poser le sujet? Est-ce que je dois le faire en tête-à-tête avec mon père ou avec mon frère et mes sœurs? Je pense que à mon avis, la personne n'est pas la seule à se demander comment on aborde le sujet, surtout si on sent que le papa n'est pas forcément très ouvert, très disposé à ça. Je regarde Moulay, mais... Non, mais moi qui ai fait un testament, quand je lis ça, ma première réponse à elle, c'est au lieu de t'occuper des maisons, occupe-toi de ce que ton père a voulu faire de sa vie. En fait,
l'héritage, et là on parle de succession, mais pour moi il y a la transmission. Comment il peut me laisser à son père, moi je dirais, c'est s'asseoir un jour, quand il n'y a aucune raison, voir son père et lui dire « Papa, qu'est-ce que tu voudrais me transmettre? Qu'est-ce que tu voudrais que je continue après toi ?» Pose-lui juste la question. Et je t'assure que s'il n'a pas la réponse tout de suite, il est probable que l'une des réponses qu'il aura dans le futur, après cette question, sera sa réponse sur les biens. Okay. Mais ça fait preuve de plus d'empathie et de sujet que juste lui dire « Au fait, on a des maisons. Ah oui. C'est comment ça va te passer ?» C'est normal qu'il réponde « Je suis encore là. » Moi-même, tu me dis ça, je dis « Mais wesh, tu veux m'enterrer ?» Non, je sais que ça paraît peut-être un peu too much. Hein. Oui. Mais après, c'est une discussion qui est compliquée dans tous les cas. Donc, je pense que peu importe. Non, il n'y a pas de scénario où c'est facile. Ce que je dis, c'est que même avec soi-même, c'est une discussion compliquée. Donc, avec son père, qui, je vous assure, et je répète, plus on s'approche d'une vie avancée, plus c'est un sujet pénible. Parce que ce qui va se mélanger à ça, c'est son père va penser à ses regrets. Au moment où elle va commencer à parler de ça, son père va se dire « En fait, j'aurais voulu faire ça. Peut-être que j'aurais voulu avoir plus. Peut-être que j'aurais voulu vous donner plus. Peut-être que j'ai pas pu donner ce que je voulais. Peut-être que lui va penser à ce moment-là à quel autre problème il a laissé derrière qu'elle ne sait même pas. » C'est pas simple. Ouais, je suis désolé, je suis obligé de réagir. Parce que vraiment, émotionnellement, je te jure que c'est ce que moi, quand j'ai fait un testament et que je vois les gens parler comme ça, je me dis, faites-le d'abord. D'accord. Et puis, vous verrez de quoi il s'agit. Après, vous verrez comment c'est difficile. Et parlons de difficile, on a un 5e témoignage alors, qui est assez particulier parce qu'il n'est pas écrit. Je vais vous donner dans les grandes lignes. C'est une personne, on aurait voulu qu'il soit des nôtres, mais il est à l'étranger en ce moment. C'est monsieur Jacques Goba. Il est en France et je vais donner dans les très grandes lignes. Après, on diffusera un extrait et on prendra un peu votre avis. Il est dans une fratrie de 32 enfants. Déjà, ça commence par là. Donc, il est dans une très grande fratrie. Il a été un des derniers fils d'un ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban, quelqu'un qui a vécu longtemps, mais qui a eu énormément de propriétés. Et alors, comme on le voit très souvent dans les familles africaines, donc il a eu une épouse et des enfants, 5, mais il a également eu, pour arriver à 32, vous imaginez bien, il y a eu d'autres enfants aussi avec d'autres mères. Mais il a toujours mis un point d'honneur, et c'est en tout cas ce que m'a dit Jacques, à traiter tous les enfants au même niveau, pas de différence, peu importe les mères. Sauf que bien évidemment, ce monsieur est décédé, et quand il est décédé, visiblement le testament n'était pas clair, en tout cas il n'y en a pas vraiment eu, donc il y a eu quelques problèmes, notamment, si j'ai bien compris, un acte d'hérédité faux, qui a été rédigé et dans lequel il n'y avait que 5 enfants sur 32 qui étaient reconnus comme les enfants légitimes. Donc, ils se sont retrouvés à revendre certains biens et à se les partager en 5. Ça s'est terminé derrière les barreaux pour 2 d'entre eux. Bref, j'en dis pas plus, on va regarder un court extrait tout de suite de ce que raconte Jacques. Alors, lors des procès, les membres de la famille, les aînés, les vieux, les patriarches de Soubré, les membres de la famille au village sont venus témoigner devant le tribunal comme quoi que tous les enfants de papa sont légalement les enfants de papa et que papa les a reconnus de son vivant et qu'ils doivent figurer sur l'acte d'hérédité. Voilà, donc les membres de la famille traditionnelle sont venus témoigner en notre faveur pour reconnaître les enfants de papa comme les enfants légitimes de papa, tous. Alors, donc c'est vraiment une histoire assez dense, assez particulière, et dans les grandes lignes, pour l'instant, de ce que je sais, le procès a été remporté donc par Jacques et ceux qui ont justement demandé que ce faux acte d'hérédité soit annulé. Et là, maintenant, le camp en face a fait appel. Et c'est passé, je crois, en pourvoi en cassation. Et donc, on attend un peu pour en savoir plus. Mais je le rappelle, il y a quand même 2 personnes qui sont allées en prison pendant près de 8 mois, justement à ce niveau-là. Et j'ai envie de demander à Maître Coulibaly, dans ce type de situation, alors, bien évidemment, c'est pas pour commenter l'affaire en cours, puisqu'elle est en cours, mais de manière générale, un faux acte d'hérédité, comment le contester déjà? Comment on s'y prend quand on est dans cette situation-là? Pour d'autres personnes, éventuellement. Non, oui, l'acte d'hérédité, il est contestable. Il faudrait qu'on explique déjà ce que c'est, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas évoqué. Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'hérédité? Commençons par là, déjà. Un acte d'hérédité ou jugement d'hérédité, c'est un acte par lequel les ayants droit d'une personne décédée sont définis. On désigne ces personnes-là comme étant ayants droit, selon la loi.
selon la loi. Oui. Qu'est-ce qu'on demande comme document en général? C'est ce que j'expliquais à Yannick tout à l'heure pour lui dire que quand quelqu'un décède, la première des choses à faire, c'est d'aller saisir un juge avec l'acte de décès du décujus et les extraits de naissance des enfants que la personne a eus. D'accord. Vous voyez. Et s'il est marié, c'est selon son statut matrimonial. S'il est marié, avec l'acte de mariage, vous saisissez le juge, vous informez. Et à ça, il y a deux témoins majeurs qui seront demandés pour attester avoir connu le décujus, c'est-à-dire le défunt, et qui attestent aussi que les personnes qui sont portées devant le juge, là, avec leurs extraits de naissance, sont bien les enfants du défunt. Ok, très bien. Et donc, du coup, dans le cas de Yannick, est-ce qu'avec sa situation actuelle, est-ce qu'il peut encore, parce qu'il disait que deux frères uniquement sont sur l'acte d'hérédité. Oui. Actuellement, il peut encore Oui, bien sûr. D'accord. Ils font une requête, ils ressaisissent encore le juge avec les extraits de naissance des enfants qui ne sont pas sur l'acte d'hérédité. Et puis voilà. Le juge va corriger. Donc Yannick, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Donc on aura un jugement. Pas les papiers là, comme il n'y a plus rien. On aura un jugement rectificatif. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, on gardera un œil là-dessus. Ça vaut la peine quand même d'essayer de voir avec les documents que tu as encore en main. Très bien. On va maintenant passer à la rubrique mise en perspective, parce que ces sujets justement de transmission et d'héritage défraient la chronique assez souvent sur le continent africain, c'est le moins qu'on puisse dire. Justement, Méliane, tu nous as fait une petite sélection dans le domaine. Effectivement. Alors, on a 4 grands cas. Je vais vous les énumérer un par un. On va commencer par l'affaire Mohamed Ndimi. Donc, très rapidement, Mohamed Ndimi, c'est qui? Mania du pétrole au Nigeria. Il a fait fortune grâce à sa compagnie fondateur d'Oriental Energy Resources. Donc, c'est une entreprise qui a prospéré au Nigeria, notamment grâce aux vastes réserves de pétrole dans ce pays. Il est devenu l'un des hommes les plus riches du Nigeria, avec une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, la particularité avec lui, c'est que il est encore vivant, mais les tensions ont déjà éclaté dans sa famille, donc... Oui, parce que j'allais demander pourquoi on en parle. Il est encore vivant, les tensions ont déjà éclaté dans sa famille. On a ses filles, notamment Amina et Zara, qui l'accusent de l'avoir écarté de l'entreprise familiale. Donc aujourd'hui, l'affaire a pris une tournure judiciaire. On parle de mauvaise gestion, de violation des droits successoraux. Donc c'est... c'est-à-dire qu'elles ont anticipé, en fait, sur leur droit de succession. Exactement. Dis donc. Et donc, et je pense que cette histoire met quand même en lumière un problème qui est quand même assez récurrent, c'est que ce sont ces filles-là qui se sont levées, parce que il y a quand même cette question de la place des filles dans l'héritage, parce qu'on estime encore dans plusieurs familles africaines que les filles n'ont pas forcément les mêmes droits que les hommes. Et donc, cette histoire est quand même assez intéressante. Et je pense que ça fait écho avec justement le témoignage de la jeune femme qui disait que le père est encore vivant et on se demande pourquoi il parle de testament. Ça. Exactement. Voilà. Et en deuxième cas, on va parler très rapidement de DJ Arafat. Oui. Donc, je pense pas qu'on ait besoin de le présenter, même pour les derniers de la classe. D'accord. C'est DJ Arafat, icône de la musique africaine, ivoirienne. Il est surnommé le roi du coupé-décalé. Il est décédé en 2019 et il est question de sa succession. On fait débat, notamment parce qu'il n'avait pas de testament. Il n'a pas laissé de testament. Et il y a eu plusieurs discussions justement autour de son héritage. Alors on a d'un côté sa mère qui estime être l'administratrice légale des biens de son fils. On a de l'autre côté ses enfants et leur mère qui eux aussi réclament leur part du gâteau. On a même ses collaborateurs, des anciens collaborateurs à DJ Arafat qui prétendent être aussi titulaires de certains de ses biens.
Faut savoir qu'il y a la question des droits d'auteur de ces chansons qui continuent à faire débat, notamment parce que ces chansons continuent à générer d'importants revenus. Donc évidemment, ça continue à faire polémique. Aujourd'hui, l'histoire n'est toujours pas réglée. D'accord. Depuis 2019, on a toujours pas... Depuis 2019, l'histoire n'est toujours pas réglée. On a des voitures de luxe, des biens immobiliers et bien entendu la question des droits d'auteur qui est au cœur du débat. Alors ça c'était pour DJ Arafat. L'affaire est floue et contestée. Et voilà. Alors, très rapidement, on va passer au cas Victor Fotso. C'est un cas, vous le voyez là, il est très imposant. C'est l'un des plus grands industriels camerounais. Il est à la tête d'un groupe, il était maire d'une ville au Cameroun, la ville de Banjul. Et il était à la tête d'un groupe industriel. Il était dans l'agroalimentaire, dans les finances, très puissant, très influent dans le monde politique aussi. Il est décédé en 2020. Et il a laissé un héritage colossal. Dans son cas, il a rédigé un testament. Le seul problème, c'est que il a jusqu'à 146 ayants droit. Donc vous entendez bien, 122 enfants. Et voilà. Donc, 122 enfants. Vous laisse digérer. 122 enfants. Il est mort à quel âge? Jusqu'à 122 enfants. Alors, son testament déclarait l'une de ses filles comme administratrice légale de ses biens. Elle s'appelle Laure Toukam. Malheureusement, son fils aîné a contesté justement ce testament. Il a estimé que le testament était faux. Je crois que c'est Yves-Michel Fotso. Exactement. Yves-Michel Fotso, qui a contesté, qui a remis en question donc l'authenticité de ce testament-là. Il y a eu plein de discussions autour de cet héritage. Et le gouvernement camerounais a décidé de le mettre sous séquestre depuis 2021. Qu'est-ce qu'on entend par sous séquestre, juste pour que tout le monde comprenne bien? Je pense que notre expert va nous dire pourra bien quand un État décide de mettre un héritage sous séquestre. Sous séquestre, je pourrais dire que c'est un administrateur. Un administrateur séquestre qui est nommé pour gérer les biens en attendant. Voilà, en attendant. C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait c'est tellement compliqué au sein même de la famille qu'il faut quelqu'un d'externe pour gérer. Parce que je sais que l'affaire est toujours en cours. Victor Fotso est décédé en 2020, mais l'affaire est toujours en cours au Cameroun, il me semble. Très bien. Bon, 122 enfants quand même. Oui, bon, ça doit pas être simple. C'est incroyable. C'est incroyable. Sportif, hein. C'est incroyable. On va passer au dernier point. On va terminer avec Nelson Mandela, icône de la lutte anti-apartheid, icône africaine. Chez les Mandela, il y a aussi eu des problèmes d'héritage. Il y a eu des problèmes d'héritage. Décidément. Comme quoi. Même chez les Mandela. Comme quoi. Il est décédé en 2013 et son testament précisait la répartition de ses biens entre donc son parti politique, l'ANC, et ses enfants. Ça a été beaucoup contesté justement par ses enfants et par son épouse également, Winnie Mandela. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans plein de discussions autour de cet héritage. Donc, D'accord. Et je crois d'ailleurs que Winnie Mandela a été déboutée. Hein. Elle voulait une des propriétés, il me semble, de Nelson Mandela et finalement, elle n'avait pas obtenu gain de cause là-dessus. Effectivement. En tout cas, très bien. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des palabres et des conflits familiaux autour des questions d'héritage. Bon. Bah voilà, on voit que il y a aussi bien des gens qui sont vivants, ceux qui sont décédés, anglophones, francophones. Incroyable. C'est incroyable. J'ai envie de demander, et puisqu'on vient de parler justement de Victor Fotso, là, je vais m'adresser rapidement à Moulay, parce que c'est une observation que je me faisais en préparant l'émission. L'autre point qu'on ne voit peut-être pas sur ces questions d'héritage et de testament, c'est que malheureusement, d'un point de vue business, on n'a pas énormément d'entreprises africaines aujourd'hui qui ont été transmises de génération en génération en génération. On a l'impression que dès que le patriarche ou la matriarche s'en va, la génération d'après n'arrive pas à suivre et des fois c'est des problèmes de gestion. Les héritiers n'ont peut-être pas la baraka ou le talent de leurs parents, mais parfois aussi c'est juste qu'il n'y a pas eu de préparation légale dans la transmission du business. Est-ce que c'est ce que tu observes? Oui, non, c'est clair. Alors je pense qu'il faut qu'on soit un peu indulgent avec nous-mêmes, avec les Africains, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un problème mondial. Je pense que les taux de succession d'entreprises sont extrêmement bas des États-Unis à la Chine. Ah bon, j'ai quand même l'impression qu'ailleurs, ils préparent un peu mieux, non? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dire que le tissu économique aide un peu plus. Par exemple, tu vas avoir en Corée un peu plus la logique des chaebols, où en fait, la gestion d'une société familiale n'est pas gérée que par la famille. Donc, il y a déjà une notion de rôle et de préparation. En fait, ce qui rend l'exercice compliqué, c'est que en Afrique, souvent, l'entrepreneur, comme on le sait, commence pour survivre. Certains arrivent à passer à des niveaux incroyables de succès. Mais en fait, la succession, c'est un travail supplémentaire.
En fait, ce que les gens ne réalisent pas, et je pense que c'est l'exemple qu'on vient de voir là avec tout ce panorama, c'est qu'en fait, c'est un travail. En fait, c'est créer une boîte, c'est un boulot. La faire survivre, c'est un boulot, mais alors la céder, c'est un autre boulot. Encore. Et c'est en fait... Même quand c'est cédé à ses propres enfants. C'est un boulot. Mais en fait, il faut se dire que combien d'entrepreneurs vous pouvez même citer aujourd'hui qui opèrent, dont aujourd'hui la gestion et même on va dire les employés, le management, leadership est clair. Même en Afrique, c'est compliqué déjà d'avoir des leaders en dessous du leader fondateur ou de la fondatrice qui sont identifiés comme étant des gens capables de reprendre. Et c'est un sujet qui revient tout le temps. Mais partout dans le monde, ça revient. C'est juste que chez nous, c'est encore plus dur parce que ce que je pense qu'il faut intégrer, c'est que nos environnements sont aussi plus hostiles. Et parce que malheureusement, les États sont souvent moins impliqués dans les sociétés. C'est-à-dire que la Corée que je donnais comme exemple, l'État coréen est impliqué dans les sociétés coréennes comme Samsung. Donc ils ont tout intérêt à ce que la transmission se fasse correctement. Aussi impliqué. Donc oui, et l'État fait ce travail aussi quelque part. Donc je pense qu'il faut de l'indulgence, même si c'est un travail en se disant il faut que les entrepreneurs y pensent. Mais c'est un boulot. Je suis entrepreneur. Si on me disait demain, il faut qu'en plus tu as ta succession alors que je suis en train de survivre là, maintenant, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est un travail sur lequel il n'y a pas d'aide. Ce que je veux dire en plus, c'est que c'est un travail, où il n'y a pas d'aide et qu'il y a la double ingratitude, comme vous venez de l'expliquer, que quand tu le commences, ça crée des problèmes que tu n'avais pas avant. Là, il faut que tu affrontes dans tous les cas si tu veux que ta société survive. Oui, mais tu as déjà des problèmes pour survivre. Donc pourquoi tu vas te créer des problèmes pour le futur que tu n'as même pas encore géré? La boîte sera peut-être morte avant que toi-même tu meurs. C'est ce que les gens, oublient. Je pense que Oui, maître. D'accord. Je voulais vous dire aussi que tout ça est réglementé. Les histoires de, on va dire, de succession dans les sociétés, de transmission. À la naissance même de la société, tout ça est déjà prévu. C'est prévu où? Comment? Dans les statuts. Les actes constitutifs de la société, qu'on appelle les statuts, prévoient tous ces cas de figure de transmission. Après 99 ans, etc. Transmission des parts, par cession, ou par décès des associés. Donc tout ça est déjà prévu. Donc de dire que c'est quelque chose de compliqué. Moi, je pense que le volet compliqué, le volet survie de la société, c'est plus sur la compétence des personnes qui viennent à la succession, des personnes qui viennent continuer la société. C'est leur compétence. S'ils ne sont pas compétents, ils ne pourront pas faire perdurer la société. Mais sinon, s'ils n'ont pas été préparés, ils ne pourront pas faire perdurer la société. Mais sinon, dans l'acte constitutif de la société, les règles sont on vous dit toujours, voilà comment ça se passe. Voilà, parce que la société, elle est créée pour ça. Oui, c'est une personne morale qui est différente de la personne physique. Mais combien d'entrepreneurs africains ont une personne morale différente de la leur dans leur société? Mais oui, c'est ce que je dis. C'est écrit dans vos actes. Comme je dis, on va dire peut-être la mauvaise foi ou la méconnaissance des textes qui créent les conflits. Sinon, tout est régi dans les documents constitutifs de votre société. Quand, par exemple, on rentre dans un cas de succession où on a affaire au droit de société, on va même pas chercher loin. Le notaire, par exemple, demandera les actes constitutifs de votre société ou de votre partenariat. Et on va le lire. C'est quand on le lit, on voit. Déjà, quand vous êtes assis pour créer la société, vous avez dit comment votre société, comment vos droits doivent être transmis, la transmission des parts. Donc, tout ça est là-dedans. C'est après, bon, comme je dis, on n'a pas envie de faire ou bien on se croit peut-être plus malin, plus intelligent. On dénie un droit à quelqu'un à qui ça revient. C'est ça qui peut créer le problème. Merci beaucoup. On va accélérer un tout petit peu sur la dernière rubrique et après j'aurai, moi et surtout les personnes sur le plateau, on aura des dernières petites recommandations aussi en termes de ce qu'il faut mettre en place sur ces questions-là. On va passer tout de suite aux recommandations. Alors, vous le savez, c'est un peu la tradition. On conclut toujours avec des devoirs qu'on vous donne un tout petit peu, parce que l'idée, c'est pas juste ici de partager du savoir, mais aussi que vous continuez à creuser sur le sujet. Et donc, on a 3 petites recommandations pour vous cette semaine. On va commencer d'abord par un livre.
Vous savez qu'on adore la lecture chez Open. Donc, le livre s'intitule « Héritage et conflits familiaux ». On ne peut pas faire plus clair et plus direct. Et donc, c'est écrit par André-Marie Aboudi-Onguéné. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions de l'Harmattan, qui date de 2022, donc qui est plutôt récent. Alors, ce qui est intéressant avec l'auteur, c'est qu'il est prêtre d'une part et surtout formateur à l'école Saint-Cyprien, si j'ai bien fait mes devoirs à moi. Et donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que justement, il revient sur les pratiques qu'il y a autour des héritages en Afrique, ce que ça pose comme problème, et ce que ça soulève aussi en termes de culture. Donc, je pense qu'il y a vraiment une dimension culturelle aussi qui est très importante sur ces questions de transmission-là. Donc, ce livre-là, n'hésitez pas à le lire à ce sujet. Le deuxième ouvrage qu'on va vous recommander, alors c'est un livre qu'on peut considérer comme biographique, et on a évoqué son père tout à l'heure, puisque c'est un ouvrage de Christelle Nadia Fotso. Le livre date de 2020, donc elle est une des filles, donc une des 122 enfants. Justement, elle a sorti ce livre en 2020 qui s'appelle « Défiguré ». Donc elle est avocate et bien évidemment du coup auteure, et elle raconte, alors le livre n'est pas proprement parlé sur la guerre d'héritage, mais je pense permet de voir son regard, déjà son rapport à son père, parce qu'encore une fois, c'était une figure quand même assez hors norme, j'ai envie de dire, Victor Fotso. Donc là, il est raconté un peu par sa fille, avec son regard à elle, et tout ce que bien évidemment elle a dû vivre depuis, parce que ce n'est bien évidemment pas simple d'avoir probablement 121 frères et sœurs. Donc il y a beaucoup d'éléments là-dedans, et si ça vous intéresse même d'aller plus loin, elle est très très active sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle vient de lancer un podcast où, encore une fois, elle dit ce qu'elle a sur le cœur. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, il y a ce livre-là, notamment, qui est disponible à la vente en ligne, donc qui s'appelle, encore une fois, Défiguré, qui date de 2020. Et enfin, une troisième lecture qu'on aimerait vous recommander, alors qui n'a rien à voir avec les deux premières, mais encore une fois, c'est toujours bien d'avoir un peu de hauteur sur certains sujets. Et donc, c'est un document qui est disponible gratuitement sur Internet, qui date de 1996, donc c'est pas tout récent, mais il est très intéressant. Il s'intitule « Entrepreneurs africains, succession et transmission de patrimoine ». Donc, c'est exactement ce dont on vient de parler, même sur l'aspect business, comment on se transmet le business, etc. Et là, c'est donc une étude de Pascal Labazé, donc qui est quelqu'un qui a été membre du conseil scientifique de la revue politique africaine, aussi quelqu'un qui a été économiste et anthropologue, qui nous a quittés aux alentours des années 2010, mais qui a beaucoup étudié ces sujets-là, notamment sur l'Afrique. Je sais qu'il a aussi étudié un peu l'entrepreneuriat, le petit entrepreneuriat au Burkina Faso par exemple. Et donc là, il a plutôt pris le cas du Niger et comment les commerçants nigériens se transmettent leur commerce de père en fils. Et donc, je trouve que c'est très intéressant. Et alors, je ne suis pas une experte du sujet, mais de ce que j'ai pu voir quand même dans ce document, j'ai l'impression que ce sont des traditions qui perdurent encore avec les commerçants nigériens actuels. C'est l'impression que je m'en suis faite. Donc, n'hésitez pas à lire, peut-être que je me trompe. Donc, vous trouverez ce document-là, si vous tapez le titre sur les moteurs de recherche, vous pouvez le trouver très facilement. Je trouve que ça donne aussi un autre regard, un peu sur encore une fois, la culture de transmission en Afrique subsaharienne. Et justement, pour clôturer, on fera un tour de table rapidement, mais j'ai envie de demander, parce qu'on l'a évoqué, Maître Coulibaly, on a beaucoup parlé du coup de, je pense qu'on risque pas d'oublier le nom, le testament mystique, parce que celui-là il reste bien en tête, mais on l'a dit, il y a d'autres manières quand même de transmettre, on a parlé de donation, etc. Est-ce que rapidement vous pourriez un peu énumérer les autres pistes à considérer éventuellement? Oui, comme vous l'avez bien dit, il y a la donation. La donation aussi, c'est de son vivant. On décide de donner un bien à ses enfants, à son épouse. D'accord. Donc la donation qu'on peut faire de son vivant. La donation de vif, oui. D'accord. Est-ce que ça c'est contestable? La donation aussi, elle doit respecter... Décidément, on peut tout contester. Dès qu'il y a héritage, il y a contestation. Je vous dirais que c'est pour ça que pour poser ces actes de disposition là, de vos biens, là, vous devez aller vers un notaire qui est le spécialiste en la matière, qui vous donnera tous les conseils justement pour ne pas tomber dans des cas de contestation. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Yannick, un dernier mot. Je me permets parce qu'on a essayé un peu de voir. Est-ce que éventuellement Maître serait d'accord pour accompagner un peu Yannick, parce qu'il est un ayant droit, donc c'est pas comme si... c'est juste qu'il faut qu'il apparaisse sur l'acte d'hérédité. Est-ce que c'est quelque chose que tu te sens l'énergie? Est-ce que tu es prêt à
réentreprendre ces démarches-là. Oui, c'est ça. Yannick, est-ce que tu te sens prêt, Yannick, à À venir à un rendez-vous avec Maître, juste avec pour voir. Oui, avec nous, pas de problème. parle, Il pour n'y a voir, pas de problème. voilà, comment je peux vous aider. Il n'y a pas de Et problème. surtout ce que le droit dit dans votre cas. Oui, ça m'intéresse, il n'y a pas de problème. On va vous contacter et puis bon, on va voir ce que ça va donner aussi. Très bien, bon, on croise les doigts, mais c'est très bien. Vraiment, On merci espère. beaucoup pour ça. Très bien. En tout cas, merci aussi, bien sûr, à Maître de se proposer pour aider notre invité. Moulay, un dernier mot sur le sujet, qu'est-ce que tu dirais? Un dernier conseil? Je sais pas, je trouve que c'est... Alors, je sais que nous, de notre côté, parce que c'est vrai que tu as mentionné tout à l'heure rapidement notre podcast Entrepreneur Centre Africa, on a créé un outil, en fait, un peu à la base de ce que Kaye et moi, on avait fait comme travail sur nos testaments mystiques, mais en fait, que nous, on appelle plan de vie. Ah, parce que Kaye, alors qui est ton acolyte qui anime le podcast, Kaye aussi a fait son testament. Non, lui, il a fait plus un plan de vie. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'est deux choses séparées, mais qui résultent du même effort, en se disant, en préparant bien sa mort, on vit mieux sa vie. Donc, c'est ça l'idée. Vous êtes vraiment dans une autre sphère. Non, on essaie de mais en fait, l'idée, c'est de dire que oui, ça peut être intimidant d'aller voir directement un notaire pour beaucoup de gens, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire là-bas. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire avant. J'ai parlé de cette habitude de ce qu'on entreprenne. Il y a plein d'outils, donc des livres que tu as partagés, pour faire son travail personnel, parce que je pense que ce qu'on n'a pas dit, peut-être, qui est important pour moi de dire aux gens, c'est qu'il faut accepter que c'est un travail supplémentaire. Je ne le dis pas à Eja parce que c'est comme l'administratif. Quand on écoute un notaire ou un avocat, il nous explique des choses qui sont ce qu'on devrait faire. Mais la plupart d'entre nous... Mais il faut le faire. On a la phobie administrative. Je ne sais pas si c'est de la phobie. Je pense qu'il faut qu'on accepte que ces choses importantes-là, tu ne le vois que quand ça te pète à la gueule. C'était terrible. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose qu'on sait, que si on était carré, on devrait faire administrativement, on devrait aller faire cette tâche-là, on devrait préparer cette chose-là. Mais c'est chaud. La vie est déjà assez dure. Donc Parfois, il y a un peu de paresse aussi. Voilà. Non, mais il faut qu'on le reconnaisse un petit peu. Voilà, même les gens qui se battent au jour le jour, parce que je pense que l'un des thèmes d'Open, quand même, je pense que la santé mentale des gens reste importante. Oui. Je veux pas que les gens se disent c'est facile ou qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dur. Comme je l'ai dit, c'était très dur pour moi à faire. Chaque année que ça va, c'est de plus en plus dur. Donc, je dis juste aux gens, commencez maintenant. Ce sera moins difficile que plus tard. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a cet outil-là de plan de vie. Et surtout, ce que je veux juste dire, c'est que là, on a parlé de tous les mauvais côtés. Mais quand c'est bien géré, qu'est-ce que la vie est belle. En fait, les gens qui transmettent bien, les gens qui font des donations tôt, ils optimisent leurs impôts. Ils optimisent plein de choses. En fait, il n'y a rien de plus agréable que de se dire tu fais le travail maintenant pour que demain soit plus simple. Donc, c'est des décisions difficiles aujourd'hui pour une vie plus facile demain. Si on prend que les décisions faciles maintenant, la vie qui nous attend devant et la vie des gens autour de nous est plus difficile. Donc, ce que j'encourage les gens à faire, c'est que oui, il y a Entrepreneur Centre Africa qui peut vous accompagner. Il y a plein de choses. Des fois, des prêtres peuvent aider. Il y a des gens qui, quand ils en parlent avec leur prêtre ou avec leur imam, ça aide. Parlez-en. C'est des choses qui sont difficiles. Faites-vous aider. Le notaire étant vraiment le boss final du game. Mais commencez. Genre, n'ayez pas peur du combat. Dites-vous juste qu'il sera de plus en plus dur. Plus vous vieillirez, plus vous aurez des choses à perdre, plus émotionnellement ça va être dur. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a un témoignage que tu as mis, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, quand les gens disent que les gens se battaient pour des meubles, vous n'imaginez pas les émotions que la mort cause. Donc, essayez de gérer ça avant que les émotions arrivent. Pardon, parlez-en, aidez-vous et ça va aller, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Parce que c'est pas facile. Comme il a dit, quand il terminait son propos, il a dit venez chez le notaire. Moi, je veux vous dire tout simplement, n'ayez pas peur d'ouvrir la porte d'un notaire. D'abord, chez nous, le conseil, il est gratuit. Il faut dire ça encore. Ça, c'est important. Oui, c'est parce que les gens pensent à l'argent. Il y a le coût d'aller voir le notaire. Le conseil chez le notaire, il est gratuit. C'est l'acte qui va suivre après. Si on a un acte qui est rédigé et qui doit être formalisé, c'est cet acte-là qui vous sera facturé. Et même dans la facture qu'on vous donnera, il y a les émoluments du notaire, mais il y a les taxes de l'État. Donc, vous venez chez le notaire. Et pour le testament, peut-être une chose qu'il faut préciser, c'est ça un acte solennel. Vous venez chez le notaire, vous avez les appréhensions, mais n'ayez pas peur parce que le testament, il peut être modifié
autant de fois que vous voulez. Mais on doit payer à chaque fois pour modifier. Non, puisque si le notaire est celui qui a fait votre acte, on signifie après, juste, vous venez, il va se créer forcément un lien entre le notaire et vous. Donc, n'ayez pas peur. Vous venez quand vous avez une situation qui a changé dans votre vie, parce que c'est ça aussi. Quand on fait un testament, quand on est jeune, ou quand on a un fait qui change dans sa situation, faut le signifier. Il faut courir, le signifier au notaire. Maître, il y a eu telle situation, il y a eu telle chose, donc il faille que on fasse un ajout ou même qu'on rectifie des choses dans le testament. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, après, ça peut être contesté. Par exemple, s'il y a un enfant qui vient que vous n'avez pas mis dans le testament pour vous, je pense que vous n'avez peut-être pas fini de faire des enfants. Des enfants. Donc, quand il y a une situation comme ça, vous venez, vous informez le notaire et le testament. Il est chaque fois mis à jour. Très, très bien. Donc, vraiment, n'ayez pas de crainte. Et aussi, je tenais aussi à dire que nous sommes disposés à... voyez par ma présence ici un partenariat avec la Chambre des notaires qui, chaque fois que vous solliciterez un notaire sur votre plateau, ce spécialiste viendra pour débattre des sujets, pour informer aussi, informer et sensibiliser. Très bien, merci beaucoup. Merci et on remercie effectivement la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire qui a été vraiment d'une grande coopération pour participer à cette émission et on les en remercie. Merci. Méliane, mot de fin? Écoute Paola, je pense que j'ai plus appris qu'autre chose. Oui, moi pareil. C'était très très Je pense que j'ai plus appris qu'autre chose, je dirais. Essayons de mettre en pratique. J'avais jamais pensé à rédiger mon testament comme ça. Mais je dirais oui, faisons la paix avec cette idée-là, qu'on va tous finir par y passer. Et préparons-nous plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. Voilà. Et je pense que ça fait un bon mot de fin. Et finalement, ce qui nous fait peur, c'est toujours la mort. Mais encore une fois, elle est inévitable dans tous les cas. Si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné, vous allez y passer. Donc, avec tout ce qu'on voit autour de nous, de guerres, de familles qui sont divisées, d'affaires d'héritage qui traînent sur 20 ans, 30 ans, je pense que apprenons aussi des erreurs de nos aînés. Exactement. Et surtout, et j'ai envie d'adresser spécialement ce message-là à nos aînés, justement, nos parents. S'il vous plaît, préparez vos testaments. Faites-le. Ça ne va pas précipiter votre mort, on vous assure. Au contraire même, c'est vraiment une manière pour vous de partir, je pense, en paix. Donc, préparez-vous. Vous ne pouvez pas travailler aussi dur pour à la fin laisser votre progéniture se battre. Je pense que ça gâche un peu ce qui a été l'œuvre de votre vie. Je vous en prie, même si c'est difficile, préparez votre testament. Vous l'avez entendu, la consultation chez le notaire est gratuite. Voilà, donc le message est passé. Merci beaucoup encore à vous quatre pour vos prises de parole dans cette émission. Ça a été très instructif, j'espère pour vous aussi. Vous pouvez nous suivre encore une fois sur les réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne YouTube de Muntu pour suivre tous les autres épisodes d'Open. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci.